Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire de survie aussi folle que les autres. Aujourd'hui, je vous présente Steven Callahan. Vous allez voir que cet homme a une résilience à toute épreuve. Alors, pour cette vidéo, je me suis basée sur son livre que j'ai traduit ainsi que sur ses interviews. Du coup, j'ai retrouvé plus de détails et quelques incohérences par rapport à certains articles. Là, je vous partage l'histoire d'après ses propres mots. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens des interviews, du livre, etc. en barre de description. C'est vraiment l'histoire d'une lutte interne au niveau psychologique, une lutte pour sauver sa vie. Avant de commencer, je vois que beaucoup regardent mes vidéos sans être abonnés. Alors si mon contenu vous plaît et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, ça permet de faire exister la chaîne, c'est vraiment grâce à vous. Merci d'avance pour ceux qui le feront. Allez, je vous laisse vous installer tranquillement et c'est parti. Né en 1952 aux États-Unis, Steven Callahan a toujours été attiré par la mer dès son plus jeune âge. Petit, quand il était scout, il faisait déjà du bateau, il adorait ça, il se sentait à sa place et il adorait la nature aussi. Il obtiendra plus tard un diplôme en philosophie, mais après il s'oriente très vite vers sa passion, la navigation. En 1974, il participe déjà à la construction d'un bateau de 12 mètres de long et en 1979, il se met à enseigner l'architecture navale. Steven se sent vraiment en communion avec la nature sur l'océan, comme si le temps s'arrêtait. Il compare ça, la spiritualité, au fait d'être totalement dans l'instant présent et il parle aussi de la force de la nature comme une leçon d'humilité. Il est fasciné par tout ça. Un livre l'a particulièrement marqué, celui de Robert Man Ray. Ça raconte l'histoire vraie d'un homme qui a traversé l'Atlantique en 78 jours à bord d'un bateau construit par lui-même. Et Steven veut lui aussi réaliser ce rêve. Il va alors apprendre toutes les compétences nécessaires et c'est en 1980 que son rêve va commencer à prendre forme. Déjà parce qu'il écrit beaucoup dans la presse, dans le monde de la navigation, notamment dans le magazine Sail, mais surtout c'est cette année qu'il construit son propre bateau, le Napoléon Solo. C'est un voilier de 6,50 m et pour lui c'est beaucoup plus qu'un bateau. Il le dit, je cite, « C'était comme si j'avais créé un être vivant ». C'est en 1981 que le rêve de Steven Callahan commence. Il part seul de Newport, qui se situe dans l'état de Rhode Island. Sa destination d'arrivée, les Bermudes. Déjà, rien que ce premier voyage, en fait, il se sent complètement en osmose, à sa place. Pour lui, la mer est comme sa chapelle. Il dit que c'est son âme qui l'a appelé à faire ce pèlerinage. Il ne voulait pas établir de record spécialement. Pour lui, la traversée, c'est surtout un voyage intérieur. Une fois aux Bermudes, il va rejoindre l'Angleterre. Là, par contre, il est accompagné de son ami, Chris Latchen, et ils font le voyage en moins de 2 semaines. Là encore, il ressent un profond sentiment d'exaltation. Steven est vraiment dans son élément et c'est le 26 octobre que débute sa vraie traversée en solo, en participant à la Transat 650. Alors, c'est une course en solitaire, mais le départ se fait de France et en Angleterre, c'est la deuxième partie de la course. Et c'est de là que Steven part. Il est très curieux de tester son bateau face aux autres. Il pense qu'il a toutes ses chances, surtout que c'est lui-même qui l'a construit. Alors au départ, la course était un peu compromise car depuis plusieurs jours il y a des vents très violents qui soufflent, la météo n'est pas du tout favorable, mais finalement tous les bateaux prennent le départ. Dès les premières 36 heures, ça va être l'enfer, les conditions climatiques sont très mauvaises et tous les navigateurs ont conscience dès le début qu'il leur sera probablement très difficile de finir la course. Mais Steven, lui, qui s'est bien préparé, explique qu'il est de bonne humeur, même excité malgré la météo catastrophique. Le 3e jour, il est même plutôt bien classé jusqu'au moment où la coque de son bateau va se fissurer. Pour lui, c'est fini, la course s'arrête là. Il doit s'arrêter en Espagne, à La Corogne, pour réparer son bateau. Ce qui va être assez difficile puisqu'il n'a presque plus d'argent, il ne parle pas l'espagnol et son bateau est rempli d'eau de mer. Ça va lui prendre 4 semaines en tout. Sur les 25 bateaux de la course, 5 ont totalement été perdus ou détruits et seulement la moitié des navires atteindront la ligne d'arrivée. Heureusement, il n'y a eu ni mort ni disparu. Une fois les réparations de son bateau finies, il reprend sa route vers le sud en direction des Canaries. Ça sera sa dernière escale avant la grande traversée en solo de l'Atlantique. Avec lui pour l'accompagner, il va y avoir une Française, Catherine Fuzette, et ils vont longer ensemble la côte du Portugal. Il prévoit d'être dans le Pacifique d'ici le mois de janvier. Arrivé aux Canaries, il se sépare de Catherine. Son objectif, c'est bien sûr le voyage en solitaire, son rêve. Il reste peu de temps sur place, l'océan l'appelle et donc il quitte El Hierro dans la nuit du 29 janvier 1982. Le ciel est clair, Steven pense que la
traversée se fera sans encombre, surtout que les vents, les courants vont souffler par derrière, donc il pense vraiment qu'il va avancer beaucoup plus vite. Mais il rappelle aussi dans son livre que la mer, qui est comme une vieille amie pour lui, est également pleine de surprises et change toujours. Je le cite: « Je voudrais pouvoir décrire le sentiment d'être en mer, l'angoisse, la frustration et la peur de la beauté qui accompagne les spectacles menaçants et la communion spirituelle. Il y a une intensité magnifique. » Les premiers jours de son voyage solo se passent très bien, rien de spécial, il est persuadé d'atteindre sa destination finale, Antigua, avant le 25 février. Il est serein, sûr de lui, mais en même temps conscient qu'il doit rester prudent, qu'une catastrophe en mer peut vite arriver, à n'importe quel moment, sans prévenir, et parfois même quand l'océan est calme, donc au moment où on s'y attend le moins. Alors, vous avez vu le titre, Stephen Callahan va vite déchanter, car 7 jours après son départ, soit le 4 février, les vents commencent à se déchaîner. Les conditions climatiques empire de plus en plus, mais il gère. Il explique qu'il est à l'aise. En même temps, il a de l'expérience, donc des tempêtes, il en a déjà vu. Mais le ciel devient encore plus sombre. La nuit commence aussi à tomber. Petit à petit, le vent et les vagues prennent de plus en plus d'ampleur. Mais ça reste toujours gérable pour lui. À cet instant, il n'a toujours pas peur, car il a déjà vu bien pire avant. En fait, il pense qu'il va juste traverser une tempête normale. Il se sent en sécurité sur son bateau. Il fait des pauses pour dormir dans la cabine. Il se réveille quand même régulièrement pour vérifier si tout son équipement est ok, les joints, les armoires du pont, la coque, etc. La tempête grossit encore et les vagues sont tellement grosses maintenant qu'elles frappent le bateau et immergent le pont. Le vent siffle très fort, c'est très bruyant, mais pour le moment, il ne peut rien faire de plus. Steven part s'allonger vers 23h dans la cabine pour se reposer. Dehors, il fait nuit noire maintenant, quand tout à coup, il entend une explosion, un bruit énorme qui le réveille en sursaut. À peine il ouvre les yeux qu'il voit des tonnes d'eau rentrer dans la cabine. Là, comment vous dire, il est pris d'un gros coup de speed, le palpitant à fond. Il est pris entre la panique, l'effet de surprise aussi, et le fait qu'il doit se bouger. Il se le dit intérieurement. Sortir, sortir, sortir. Ça va super vite, en moins de 30 secondes, l'eau glaciale lui arrive jusqu'à la taille. De toute évidence, c'est la coque du bateau qui est percée. Dans sa tête, ça fuse. Pour lui, ça y est, il va mourir. Mais très vite, il se ressaisit et il se dit « Tais-toi et bouge-toi ». Et là, premier réflexe qui lui sauvera la vie, et vous verrez que Steven est l'homme au réflexe, il pense à prendre son sac de survie. Il monte ensuite sur le pont. Le bateau commence déjà à couler. Il comprend qu'il doit réagir très très vite. C'est un petit bateau, il raconte dans le livre que ses pensées s'accélèrent vraiment à ce moment-là. Il se demande s'il n'a pas mis trop de temps pour remonter sur le pont, s'il va mourir ici en plein milieu de nulle part, et peut-être qu'on le retrouvera jamais. Et puis il se souvient qu'il y a le radeau de survie gonflable. Je pense que vous voyez ce que c'est. Le sien est prévu pour 6 personnes et il mesure 1,68 m de diamètre. Steven le lance par-dessus bord et saute dedans. Il attache le radeau au bateau avec une corde. Il faut savoir que quand il a construit son bateau, il a aussi rajouté des compartiments étanches et c'est ça qui lui a donné un peu de temps en plus pour pouvoir remonter à bord, car son bateau n'a pas coulé tout de suite. Alors pourquoi remonter à bord? Eh bien parce qu'il n'a rien avec lui et ça, il le percute tout de suite. Il doit récupérer des outils, de la nourriture, etc. Donc il remonte dans le bateau, il fait nuit, on est en pleine tempête, la cabine est immergée sous l'eau, donc il est dans le noir total en train de récupérer ce qu'il peut à l'aveugle, en apnée, dans un bateau en train de couler. Le sang-froid de fou quand même. Il attrape aussi des objets qui flottent hors de la cabine et je vous fais le listing juste après de tout ce qu'il a pu récupérer. Ensuite il retourne dans le radeau, épuisé, et à ce moment-là il explique qu'il ne veut pas, qu'il ne peut pas laisser partir son bateau. Déjà, il pense que c'est sa seule chance de s'en sortir vivant. Il se dit que lorsqu'il fera jour, il pourra peut-être voir le trou, écoper, réparer tout ça. Dans sa tête, c'est plein de pensées qui se mélangent en même temps sur quoi faire, comment le faire. Il essaye de ne pas paniquer, de prendre les meilleures décisions pour sa survie. Il parle même d'hystérie catatonique. Il a peur vraiment de rester figé sur place par la peur. Alors, il se concentre, les vagues sont très grosses, le radeau risque de se déchirer, de chavirer, et finalement il voit son bateau couler et il utilise les mots « mon compagnon avalé comme une miette ». Il a froid, le sel lui pique les yeux, il a conscience qu'il doit s'organiser très vite sinon il ne va pas tenir longtemps. Il se parle tout seul à voix haute et il se dit « concentre-toi et bouge ». Alors, voici tout ce que Steven a réussi à ramener dans le radeau de survie et vous allez voir, c'est impressionnant. Encore plus quand on sait dans quelles conditions extrêmes il l'a fait. Il a réussi à prendre son sac de survie et d'autres choses. Alors, pour ce qui concerne les provisions, il a un chou, des cacahuètes, une boîte de café, environ 30 grammes de lard, 30 grammes de raisins secs,
30 g de fèves, une boîte avec quelques œufs, alors oui, les œufs ne vont pas tenir longtemps, mais il les a pris quand même, et il a aussi 8 canettes d'eau douce. Pour le matériel, avec lui, il a son sac de couchage, un fusil à harpon, une bouée, des distillateurs solaires pour faire de l'eau potable, une copie de Sea Survival, c'est un manuel de survie, un pistolet avec 12 fusées éclairantes, une cruche en plastique, 2 éponges, des boîtes Tupperware qu'il pourra utiliser après pour stocker, des bouteilles, une trousse de premiers soins, et ce qui est à l'intérieur est sec, c'est la seule chose d'ailleurs de sèche, donc à l'intérieur des cartes de navigation, des crayons, une gomme, une lampe de poche, 2 miroirs de signalisation, il a aussi une trousse de réparation pour le radeau avec des patchs en caoutchouc bleu, une vis conique, une couverture de survie, un kit de pêche, de la ficelle, des bouchons, un crochet, des pilules contre le mal de mer. Il a aussi avec lui une RLS, alors c'est un transmetteur qui émet un signal en cas de détresse pour donner son emplacement. Il a aussi un réflecteur à radar, un morceau de coussin qu'il a réussi à sauver du bateau et 2 morceaux de contreplaqué. En gros, c'est ça, et sûrement qu'il manque quelques bricoles, mais vous le voyez, hein, c'est énorme. D'ailleurs, lui-même le dit, il était de base très bien préparé pour sa traversée, notamment déjà avec son sac de survie. La première nuit dans le radeau, la tempête continue. Steven doit attacher tout son équipement à une sangle. Chaque élément est précieux pour lui à partir de maintenant. Il entend le vent gronder, les vagues, l'impact sur le radeau est terrible. Tout ça est très bruyant. Il pense qu'il va mourir ce soir. Il s'assoit sur le coussin pour s'isoler du sol du radeau qui est glacé. Il est frigorifié, trempé. Il essaye de se réchauffer et en même temps, tout de suite, il commence déjà à planifier, à réfléchir. Il pense aussi à son bateau, il regrette presque, il culpabilise beaucoup et dans le livre on sent vraiment qu'il a un lien spécial avec lui comme tous les navigateurs sûrement j'imagine. Steven a aussi avalé beaucoup de sel, sa gorge est complètement desséchée, il se dit que lorsqu'il fera jour il pourra peut-être trouver de l'eau et de la nourriture, il fait attention à chaque mouvement pour ne pas perdre trop de sa chaleur corporelle car il risque clairement l'hypothermie. Steven Callahan dérive au milieu de nulle part. Il dérive en plein océan Atlantique sur le radeau de survie. La tempête s'est calmée, mais il est toujours frigorifié. Il sent l'anxiété monter, il est très loin des côtes. Il sait qu'il n'aura pas assez de vivres pour tenir. Il pense être à 2900 km de la côte et à 730 km de la voie de navigation la plus proche. Tout de suite, il fait le point sur la nourriture et l'eau qu'il a pour voir comment se rationner. À partir de là, il va avaler uniquement l'équivalent d'une mini-tasse d'eau par jour. Avec les réserves d'eau potable qu'il a, il peut tenir un maximum de 10 jours. Survivre sans manger, on le sait, le corps peut tenir beaucoup plus longtemps, mais sans boire, c'est autre chose. Et là, autour de lui, c'est de l'eau salée à perte de vue. Il y a un passage dans le livre où il raconte le cas de survivants retrouvés après plus de 100 jours sur des radeaux de survie comme le sien. Alors il sait qu'il est dans une situation extrême et qu'il doit trouver des solutions avec des moyens très limités, dans un environnement très hostile, mais il sait aussi qu'il est quand même plutôt bien équipé. Heureusement qu'il a réussi à récupérer son sac de survie. Pour lui, ça va être très compliqué de tenir plus d'1 mois dans ces conditions, surtout qu'un autre détail, et pas des moindres, le radeau, selon le fabricant, est prévu pour tenir 40 jours. Mais Steven a un mental de fou, il sait qu'il doit faire de son mieux et qu'il ne peut pas rester là à se laisser aller. Alors il décide très vite de mettre en place une sorte de routine de survie. Tous les jours, il fait des exercices, des sortes d'étirements, il tient un journal aussi, il regarde dès le réveil l'horizon au cas où il vire un bateau. Pour survivre, il dit qu'il doit, je le cite, normaliser la vie autant que possible pour traverser cette période de désorientation et de peur. Il explique vraiment qu'il oscille entre cette résilience, cette force mentale et entre cette peur, l'idée de la mort est omniprésente. D'ailleurs, il emploie le terme de lit de mort dans le livre quand il se lève. Il écrit quand je me lève de mon lit de mort. Alors oui, il se sent désespéré, mais il ne reste pas inactif pour autant. Il va tout mettre en place pour survivre et ne rien lâcher. Steven va essayer d'utiliser la RLS. Elle a une portée de 400 km et une batterie faite pour durer 72 heures. Il l'allume même s'il a conscience qu'il se trouve trop loin de tout pour que le signal soit localisé, donc sans grande surprise, ça ne donnera pas de résultat. Parfois, il entend comme un bourdonnement qui lui fait penser à un avion, alors il regarde, mais rien. Il calcule que si les conditions sont stables, ça peut lui prendre 3 mois avant d'atteindre les Caraïbes en dérivant. Steven a survécu à sa première nuit.
Chaque réveil, c'est pareil. Dans sa prison, c'est le mot qu'il utilise dans le livre, ses cheveux sont arrachés par le caoutchouc et le frottement des gens. Il se demande combien de navires et d'avions peuvent passer dans le coin par hasard. À l'arrière du bateau, il place la bouée qu'il a récupérée, c'est pour qu'il soit plus facilement visible pour les sauveteurs, même s'il y a très peu de chances qu'on le retrouve ici. Par contre, ça va lui servir à autre chose, car Steven est très malin. Avec les crayons, il a réussi à confectionner un sextant, et grâce aux étoiles, il arrive plus ou moins à se repérer. Et pour estimer la vitesse à laquelle il avance, il regarde les algues qui flottent et le repère, c'est la longueur de la ficelle de la bouée. C'est comme ça qu'il arrive à estimer le temps qu'il lui faudra en dérivant pour atteindre les côtes. Et Steven, maintenant, a calculé 2 mois. Les conditions sont si extrêmes qu'il risque de mourir d'hypothermie. Chaque nuit, il a son sac de couchage, mais il est encore complètement trempé, donc il est gelé, il dort très peu, uniquement par intervalles très courts. Le sol du radeau en caoutchouc, c'est pas du tout confortable. Il est toujours mouillé et très vite, ça va lui créer comme des ulcères, des plaies, il en a une centaine partout sur le corps. C'est infecté comme des furoncles, c'est à vif et avec ses vêtements humides, ça sointe, ça lui fait atrocement mal, surtout avec le sel. En plus, le radeau est trop petit, il ne peut pas totalement s'étirer dedans, alors il est constamment recroquevillé sur le côté. Et comme si la situation n'était pas assez compliquée, très vite, il découvre 2 petits trous dans le sol. Et c'est ça qui fait qu'à l'intérieur du radeau, il y a toujours un fond d'eau. Il pense qu'il a fait ça lorsqu'il a évacué le bateau, il a dû le percer avec son couteau. Steven prend alors le kit avec les patchs pour réparer, mais là, problème, il faut que le support soit sec pour que les patchs adhèrent. C'est quand même con, hein. Donc autant vous dire qu'il va bien galérer, il va essayer pendant 2 heures avant de réussir, mais sans être certain que ça tienne longtemps. Pour ce qui est des réserves en nourriture et en eau, c'est tendu, il le sait. Alors oui, il a les distillateurs solaires, je vous explique brièvement ce que c'est. C'est une sorte de ballon qu'on gonfle, on met de l'eau salée par le dessus, et avec la chaleur du soleil, si j'ai bien compris, l'évaporation sépare l'eau du sel, ce qui permet de récupérer de l'eau douce par une sorte de tétine. Mais pour l'instant, il ne s'en sert pas. Il pense pouvoir tenir au mieux jusqu'au 20 février, comme ça, en supposant bien sûr que le radeau tienne le coup. Alors attendez, parce que ce n'est pas tout. En plus des conditions climatiques, il y a aussi la faune de l'océan, donc les requins et les poissons. Steven prie car il n'est pas seulement inquiet des requins pour la raison la plus évidente, mais aussi parce que leur peau est rugueuse comme du papier de verre. Ils peuvent déchirer son radeau juste en se frottant contre le caoutchouc. Et les poissons, là j'ai été très surprise de lire ça. En fait, eux aussi vont devenir un vrai calvaire pour lui. Ce sont des poissons de la famille de la dorade qui mesurent presque 1 mètre et ils cognent avec leur tête sous le radeau tout le temps. Ils ont une bosse sur la tête, ce qui leur donne une forme carrée, et il frappe tellement fort qu'il doit mettre son sac de survie sous sa tête quand il s'allonge. C'est impossible pour lui de se reposer. Alors là, je rigole, mais à vivre forcément, ça doit pas être super parce que ça bouge, ça gigote tout le temps le sol du radeau en permanence. Donc pas de repos, très peu de nourriture, très peu d'eau. Ah, et aussi, il est quasi tout le temps en train de cuire au soleil. Donc la nuit, il est gelé, et la journée, c'est l'extrême inverse. Physiquement et psychologiquement, on est clairement dans de la survie de l'extrême. Et petit détail, cette 2e journée, c'est le jour de son anniversaire, de ses 30 ans. Ce jour-là, il décide d'écrire son propre épitaphe. Dans tout ça, le fait d'écrire, de prendre des notes, c'est ce qui va l'aider à tenir psychologiquement. Tous les jours, il écrit sur les blocs de papier, même si, comme il l'explique, c'est une tâche, aussi simple soit-elle, qui lui demande quand même beaucoup d'efforts. Il peut le faire uniquement quand il est sûr que le radeau ne va pas être chaviré ou inondé d'eau par les vagues. Après, quand il a terminé, il les met dans un double sac plastique, et chaque sac est ensuite soigneusement attaché. Son manuel de survie aussi est rangé dans un sac plastique pour mieux le conserver. Steven a envie de pleurer, mais il se retient, il s'engueule même car il ne veut surtout pas perdre la moindre goutte d'eau. Et voici un autre extrait du livre. Le désespoir me rend agité. Je veux crier, je me réprimande, retiens-toi, contrôle-toi, tu ne peux pas te payer le luxe de perdre de l'eau en pleurant. Je me mords les lèvres, ferme les yeux et pleure en moi-même. La survie, concentre-toi sur la survie. Alors la vie en radeau, ça doit être marrant 5 minutes, mais là, dès le 2e jour, il explique que le sol ondule et s'affaisse autour de ses genoux, sous son poids. C'est assez physique, ça n'est pas stable. D'un côté, ça la réchauffe parce qu'il est toujours plus ou moins en mouvement, mais c'est très fatigant aussi. Il n'est jamais en total repos.
Et puis le radeau est neuf, donc ça pue la colle, le talc, le caoutchouc, ça lui donne des hauts le cœur. C'est quand même impressionnant de voir que Steven garde toute sa lucidité, en tout cas pour l'instant, parce que vous verrez plus loin qu'il va avoir un épisode de folie. Il essaye aussi, dès qu'il peut, de focaliser ses pensées sur des choses positives, sur ce qu'il voudra faire s'il s'en sort, comme passer plus de temps avec sa famille, avec ses amis, leur dire qu'il les aime. Il rêve aussi à ses futurs projets et il se dit que même si jamais il meurt ici, il espère au moins que ses notes soient retrouvées pour qu'elles puissent être utiles pour d'autres, ceux qui naviguent ou alors ceux qui pourraient se retrouver dans la même situation que lui. Il voit ça comme le dernier service qu'il pourrait rendre. En fait, pour lui, tout ça, c'est son moyen de s'échapper mentalement et ça lui donne un but, une raison de s'accrocher. En fait, dans toutes les histoires de survie, c'est le même process, se focaliser sur le positif et garder espoir. C'est pour ça que je ne comprends pas les personnes qui disent qu'avoir de l'espoir dans telle ou telle situation, c'est être naïf ou désespéré. C'est au contraire un sacré moteur qui peut faire toute la différence. Nous sommes le matin du 8 février. Steven estime qu'il dérive entre 10 et 20 km par jour. Il veut avancer plus vite, il va alors déchirer sa carte de l'océan Indien, qui ne lui sert à rien ici. Il va en faire des petites boules de papier qu'il va jeter dans l'eau et il les regarde flotter. Il calcule comme ça en fait qu'elles mettent plus de 2 minutes pour atteindre la bouée à l'arrière. Et donc ça lui permet de voir que s'il reste à cette vitesse-là, il lui faudra encore 22 jours pour atteindre les voies de navigation. Donc pour lui, 22 jours c'est beaucoup trop long. Il décide alors de retirer la bouée, le radeau avance plus vite comme ça et maintenant il dérive à 40-50 km par jour, donc c'est quand même plus du double qu'avant. Du coup il est optimiste, il continue toujours à se rationner et il va essayer d'utiliser les distillateurs solaires. Si ça marche, ça lui ferait 1 ou 2 jours d'eau douce en plus, mais ça ne fonctionne pas. Il va faire plusieurs tentatives mais en vain. C'est toujours de l'eau de mer qui en ressort. Il a pour l'instant encore de quoi tenir avec les réserves d'eau qui lui restent, donc il abandonne l'idée des distillateurs. Steven va aussi repenser à la nuit de l'accident. En fait, la collision est venue de côté, pas de devant. Il sait qu'il est remonté rapidement sur le pont et qu'il n'a pas vu de débris flottants dans la mer. Pas de débris assez gros pour causer un tel choc. Donc pour lui, c'est quelque chose qui était dans la mer, de très grand et en mouvement assez rapide qui l'a percuté. Et il pense fortement à une baleine. Pour lui, c'est la seule explication possible. La baleine l'aurait percuté sur le côté en arrivant environ à 10 nœuds. Alors, ça fait 18 km/h. J'ai regardé, la vitesse d'une baleine bleue peut aller jusqu'à 27 km/h. En tout cas, Steven ne trouvera aucune autre explication logique pour lui. D'un coup, Steven aperçoit dans l'eau une forme bleue. C'est assez petit, donc ça n'est pas un requin, c'est un poisson. Vite, il fouille à travers son sac, il attrape son fusil harpon, il tremble d'excitation, il se met sur le côté du radeau, alors position très instable, il pourrait facilement passer l'autre côté. Il observe le poisson, il y en a d'autres, il sait que ça va être difficile à attraper, mais il essaye. Les poissons sont tout près du radeau parfois, il fera plusieurs tentatives, mais toutes manquées. Steven a faim, très faim. Les jours suivants, d'autres poissons viendront encore plus près même, mais il ne réussira jamais à les attraper. Il retente alors de faire fonctionner les distillateurs solaires, mais c'est toujours aussi compliqué, ça ne fonctionne pas correctement. En fait, il doit fréquemment vider le ballon pour récupérer une minuscule quantité d'eau, et en plus, la plupart du temps, elle est salée, donc il se rationne encore plus. Il lui reste peut-être 15 jours à vivre en admettant qu'il réussisse à attraper du poisson, sinon il estime qu'il peut tenir encore 10 jours. Steven se sent de plus en plus faible, il n'a toujours pas réussi à attraper de poisson, il essaye pourtant, et il passe tout près en plus, quand tout à coup, il discerne dans l'eau une forme, mais cette fois, c'est beaucoup plus gros, c'est un requin marteau. Il sait que s'il essaye de tirer, il perdra la flèche, alors il abandonne l'idée, il ne tente même pas, et il a eu de la chance cette fois-ci, car le requin n'a fait que passer. Il va aussi remarquer un endroit sur le radeau qui est assez usé, de façon anormale, alors pour lui, ça présage rien de bon. Du coup, c'est là qu'il décide d'écrire des messages qu'il va insérer dans des bouteilles, va y accrocher le flotteur coupé en deux et il va les mettre à la mer au cas où quelqu'un tombe dessus. 11e jour. Steven Callahan a perdu 20 kilos maintenant. Chaque jour lui paraît interminable et désespérant, mais il explique que malgré tout, il continue encore de se battre et il ne se laisse pas aller. Il passe des heures à évaluer ses chances, les forces qui lui restent, à calculer la distance qui lui reste à parcourir. Il maintient toujours sa routine. La nuit suivante, il va échapper au pire car il va presque chavirer, ce n'est vraiment pas passé loin. Du coup, tout est trempé, mais tout va pouvoir sécher au soleil le lendemain. Comme ses ulcères, ils ont
donc commencé à cicatriser grâce au sel de mer et à sécher aussi avec le soleil. Par contre, il est affamé, il fantasme de plus en plus sur la nourriture, il n'a presque plus de réserve, il a peur du botulisme aussi. Alors c'est une affection neurologique très grave causée par une bactérie quand les aliments sont contaminés. Donc il ne pourra pas tout manger, il devra jeter certaines provisions. Alors ça craint, déjà qu'il n'en a pas beaucoup, mais bon, pas le choix. Par contre, il mange les raisins qui ont fermenté depuis le temps, donc niveau goût, c'est très amer, mais pas possible de faire le difficile. Et puis, à nouveau, un banc de poissons tourne autour du radeau. Cette fois-ci, ce sont des poissons plus petits. Ils font environ 30 cm de long. Mais il y a un risque de toxicité car apparemment, ce sont des poissons qui se nourrissent de corail. Je le cite, « Je pourrais bientôt devenir fou et manger du papier ou boire la mer. Je me suis trouvé un peu schizophrène mais pas dysfonctionnel. Je me vois divisé en 3 parties, physique, émotionnelle et rationnelle. » C'est vraiment incroyable hein, parce qu'il est totalement seul, livré à lui-même, et dans son livre, il explique très bien dans quel état il était. Et c'est assez fou de voir le recul qu'il avait. Il dit que son moi émotionnel avait peur, que son moi physique ressentait la douleur et que son moi rationnel lui faisait tout pour prendre le contrôle et justement ne pas céder ni à la peur ni à la douleur. En fait, on peut carrément faire un parallèle avec la spiritualité, corps, mental, esprit, âme. C'est pour ça aussi que toutes ces histoires me fascinent, au-delà de l'exploit incroyable. Il est totalement effrayé de la situation qu'il vit, mais il réussit en même temps à continuer de se motiver, à continuer d'espérer et de rêver même. Il fait aussi de l'autodérision pour essayer de diminuer la tension permanente. Il se contraint à suivre sa routine jour après jour et il se contraint mentalement aussi. En fait, c'est exactement comme ça que je vois les choses et c'est de ça que je parle sur ma 2e chaîne YouTube. Le mental s'entraîne comme le corps et ça se fait avec la même rigueur qu'un entraînement sportif. Je voulais vraiment prendre le temps de vous parler de cet aspect de son histoire car je pense que c'est ce qui lui a sauvé la vie. En tout cas, ça a beaucoup joué, c'est clair. Steven est aussi obsédé par la soif. En même temps, c'est normal entre les températures élevées la journée, le plein soleil, sans ombre, quasi, la transpiration. Il doit se verser de l'eau de mer sur lui régulièrement, mais il sait qu'il va pas pouvoir tenir comme ça éternellement. Je le rappelle, jusqu'ici, il ne boit que l'équivalent d'une petite tasse d'eau par jour. Donc, il tente, encore une fois, de faire marcher ses foutus distillateurs solaires. Et pour ça, il va en démonter un pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui coince. Il découpe par le haut et enfin, il trouve pourquoi ça ne marchait pas. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails au risque de dire n'importe quoi. Déjà, la traduction, c'était pas trop ça. Et puis, c'était des termes parfois techniques. Il va donc faire encore un essai qui sera encore un échec, et comme il en a démonté un, il ne lui en reste plus qu'un. Steven met alors en place toute une installation système D avec un Tupperware, 3 bidons vides, ça reste très boiteux et trop juste, mais ça fonctionne. Il peut enfin récupérer un peu d'eau douce. Donc j'imagine psychologiquement le bien que ça doit faire. Par contre, c'est ce même jour aussi qu'il va voir un autre requin, et cette fois-ci, ça va être la lutte. En fait, c'était très souvent que les requins rôdaient autour du radeau, et là, Steven était en train de se reposer, il était assoupi, quand d'un coup, le radeau est secoué violemment. En fait, c'est le requin qui nage autour de la poupe et qui suit le radeau. Et il finit même par mordre une des poches du radeau. Il pourrait aisément tout déchirer. Alors Steven attrape le harpon et avec, il frappe le requin à plusieurs reprises. C'est vraiment un combat contre le requin. Et au bout d'un moment, le requin finit par partir, heureusement. Ça fait 2 semaines quasiment que Steven dérive maintenant, et il est encore environ à 2 semaines des voies de navigation. Il a toujours très peu mangé, ses douleurs sont encore plus fortes, il a de moins en moins de force, ses mouvements sont plus lents, plus fatigants, il a perdu toute sa graisse, ses muscles sont en train de s'atrophier, il a de plus en plus de visions de nourriture, il pense et rêve nourriture, et puis la solitude aussi qui devient de plus en plus difficile à gérer. Parfois le radeau avance un peu plus vite quand il y a plus de vent, mais du coup ça augmente le risque de chavirer, et comme il l'explique, de toute façon, il n'y a pas de bonnes conditions dans un radeau de survie, et pas de position confortable non plus dans laquelle il peut se reposer. Niveau pêche, il tente encore d'attraper des poissons avec le harpon, il se place à genoux, il attend le bon moment, il doit aussi faire attention à ne pas percer le radeau, mais sa pêche reste toujours aussi infructueuse. Certains soirs, ce sont pourtant des bancs entiers de poissons qui rôdent autour de lui, et ça continue de faire du bruit, de cogner par le dessous. Alors il hurle parfois, il est à bout, il est épuisé physiquement et psychologiquement. Enfin, le jour tant attendu.
Steven finit par attraper un poisson. Alors un poisson, pour lui, ça représente 3 voire 4 jours en plus de survie. Alors autant le dire tout de suite, même s'il est affamé, ce n'est pas si évident que ça. Déjà, il le mange cru, la peau est dure, en plus ça a un goût assez amer, mais il est heureux et en plus c'est comme si la première prise allait attirer la chance pour ceux d'après, car il va réussir à en pêcher d'autres et il se retrouve même avec 6 kilos quasi de réserve de poissons. Il les coupe par petits carrés d'une dizaine de centimètres, il les accroche pour les faire sécher, par contre il jette la tête et les os aussi loin du radeau que c'est possible pour ne pas attirer le requin. Maintenant, sa faim est comblée, sa soif on va dire que c'est gérable, il a de quoi tenir encore 10 jours de plus. Et pour lui c'est assez pour parcourir les 350 km restant entre lui et les voies de navigation. Il passe beaucoup de temps à réfléchir sur son avenir, à quand il rentrera à la maison, à ce qu'il aimerait faire. Il aimerait tellement faire taire sa peur, mais c'est compliqué quand on n'a rien à faire pour se changer les idées. Il doit aussi conserver autant d'énergie que possible s'il veut vivre. Chaque mouvement brûle de l'énergie, alors niveau pêche maintenant, il peut se permettre de faire une pause. Donc il utilise son temps pour travailler sur des idées, pour ses futures conceptions de radeaux de sauvetage. Il prend aussi des notes sur ses futurs objectifs personnels. Il fait tout vraiment pour garder loin de lui la douleur et la dépression qui n'est jamais très loin, quand d'un coup le radeau saute quasiment hors de l'eau avec un gros bruit de caoutchouc. C'est un autre requin qui vient de percuter en fait par-dessous de plein fouet le radeau. En fait le requin visait un poisson et il a chargé dessus et le choc a tellement été violent que le radeau a carrément décollé de l'eau et maintenant le requin s'attaque carrément au radeau. Ça secoue tellement que Steven tremble de partout, il a peur et une fois de plus il se livre à une lutte contre un requin avec son harpon. Heureusement, là encore, le requin finira par partir. Steven essaye d'oublier sa peur des attaques de requins, ça doit marquer j'imagine. Il essaye aussi de lutter contre la lassitude, contre l'épuisement. À un moment il va s'endormir, on est en pleine journée et à son réveil, là, surprise, sorti de nulle part, un navire au loin. Il prend ses fusées éclairantes et le pistolet, il en tire 2. Il voit le navire s'approcher de lui. Il est si près qu'il peut même sentir l'odeur du diesel. Alors je ne sais pas ce que ça représente en termes de distance, mais il commence à rassembler ses affaires, il y a certaines choses qu'il ne veut pas laisser sur place. Ça fait 2 semaines que Steven dérive et il est enfin sauvé. Du moins, c'est ce qu'il croit parce que très vite, il tire une 3e fusée, il est euphorique, il pense déjà à l'après, mais il ne va pas profiter longtemps, car déjà le bateau au loin disparaît. Mais Steven y croit encore, il se dit que c'est obligé, qu'on l'a vu, il était tellement proche, le bateau va juste prendre une meilleure direction et faire demi-tour, c'est obligé, ou alors peut-être que quelqu'un est sur le pont à l'arrière, donc il tire une 4e fusée, et puis il s'effondre, le cargo a disparu dans l'horizon. Voilà les mots du livre pour cet instant terrible, il se parle à lui-même. Tu es arrogant, tu es inutile. Il se dit quand même qu'il y a une petite chance que quelqu'un sur le bateau l'ait vu et que peut-être là ils sont en train de prévenir les secours, même si au fond de lui il sait très bien que il y a très peu de chances que ça soit le cas. 25e jour. C'est une sorte de routine qui s'est installée encore. Tous les jours se ressemblent. Il regarde l'horizon chaque matin pour vérifier s'il n'y a pas de bateau au loin. Il continue toujours ses étirements, il produit l'eau douce avec le distillateur, les requins régulièrement, les poissons qui continuent inlassablement de cogner sous le radeau. Steven continue de pêcher et une fois il réussit même à attraper un oiseau. Ça fait 1 mois et 1 semaine qu'il dérive. Steven se concentre sur sa routine, c'est ça qui le tient en vie. Il ne veut surtout pas la lâcher. Par contre, un nouveau problème, il se rend compte qu'il a perdu la sangle de son fusil harpon. Il ne peut plus s'en servir pour pêcher. Mais c'est Steven, donc il réussit à bricoler un truc avec de la cordelette du kit de survie. Là encore, c'est du système D, donc la lance en fait se tord régulièrement. Il améliore le système, ça fonctionne, mais peu de temps après, alors qu'il est en train de pêcher, il réussit à toucher un poisson, mais ce dernier va tellement se débattre qu'il va réussir à se sauver, mais en emportant le bout, la pointe de la lance. C'est quand même le sort qui s'acharne. Mais là encore, Steven trouve un autre moyen. Il remplace la pointe par son couteau de survie qu'il attache avec une corde. En fait, c'est comme si à chaque fois qu'il y avait un problème, il était destiné à trouver la solution.
On est le 19 mars, et là encore, ça va être une grosse galère. Steven pêche avec le harpon, mais malheureusement, le radeau va être percé et ça va faire un trou d'une dizaine de centimètres, c'est énorme. Et le pire, c'est que c'est même pas lui, mais un poisson. En fait, il a touché le poisson, mais il s'est tellement débattu que le pic du harpon a touché un des flotteurs du radeau. Et un trou de 10 centimètres, direct, ça se dégonfle. Du coup, maintenant, il se retrouve avec les jambes enfoncées dans la mer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, le sol du radeau est passé sous le niveau de la mer. Donc, il y a la peur des requin, vu que ses jambes sont sous l'eau en gros, et puis aussi la moindre petite vague maintenant rentre dans le radeau, tout est mouillé, et si jamais c'est une grosse vague, le radeau va chavirer et va couler après. Steven se met alors à réfléchir comme jamais, il doit trouver absolument une solution, il réfléchit à tout ce qui pourrait lui servir sur le radeau pour réparer le trou. Les patchs qu'il a bien sûr sont trop petits, alors il essaye plusieurs choses mais rien ne marche. Et écoutez bien, il a survécu comme ça sur un radeau dégonflé pendant 10 jours, à vider l'eau non-stop, à essayer de le maintenir autant que possible hors de l'eau. Forcément, rapidement, il est épuisé. Déjà qu'il l'était, mais là ça puise dans le peu de force qui lui reste. Il explique dans une interview qu'à cet instant, il est certain de mourir, que c'est la fin pour lui, et on peut le comprendre, il dérive maintenant sans pouvoir pêcher à cause du radeau qui est dégonflé, ni sans pouvoir utiliser le distillateur, donc plus d'eau douce non plus. C'est le 53e jour que Steven a un sursaut, il sait qu'il doit absolument se ressaisir et trouver une solution maintenant, sinon il va mourir de déshydratation ou noyé, et là, d'un coup, lui vient l'idée. Et c'est une idée assez folle et risquée même. Il casse le manche d'une fourchette en inox, elle était dans le kit de survie, et c'est marrant parce que de base, j'aurais pas forcément vu l'utilité de couvert dans un kit de survie. Lui, là, il va détourner l'utilisation principale et c'est ça qui va lui sauver la vie, sa vivacité d'esprit. En fait, il agrandit le trou et grâce à la forme qu'il lui a donnée, il a pu bloquer le trou avec des sangles et avec le manche de la fourchette. Si vous voulez voir exactement comment, je vous renvoie au lien en barre de description parce qu'à expliquer juste avec des mots, c'est pas évident. En tout cas, son système marche et il peut regonfler le radeau avec la pompe manuelle. Steven a repris sa routine, la pêche, le distillateur d'eau, il a assez pour tenir et un autre détail assez fascinant aussi je trouve, il explique qu'il rêvait uniquement de fruits, de pain etc. mais jamais de viande ni de poisson. Il rêvait uniquement ce dont son corps avait besoin, ce dont il était en manque. Il va finir par se nourrir d'algues aussi et puis il va commencer à manger le poisson de façon différente dans le sens où avant il mangeait la chair mais à ce stade en fait il a le réflexe, encore un assez dingue. Je ne sais pas combien de réflexes a eu cet homme. Donc maintenant, il réalise que le foie des poissons, par exemple, lui apporte plus de nutriments, de vitamines qui ne sont pas présents dans la chair. Je vous l'ai déjà dit, à chaque histoire de survie, je me dis que je ne peux plus être surprise ou impressionnée. Encore une fois, je m'étais trompée. 2 mois maintenant qu'il dérive, et là, une autre très mauvaise nouvelle l'attend. Steven se rend compte que les vents ont fait dériver le radeau plus vers l'ouest. Résultat, il estime qu'il lui faudra encore 4 à 5 semaines de plus pour réussir à atteindre les côtes des Caraïbes. Mais chose assez surprenante, enfin oui et non, 2 jours plus tard, il explique que c'est à partir de là que pour lui, la survie devient de plus en plus facile. Et que ce qui l'a aidé aussi à tenir autant de temps, c'est d'avoir réalisé toute la beauté, la splendeur de la nature. Il est vraiment émerveillé. La nuit, il regarde les poissons. Tout ça lui a fait prendre conscience aussi que dans nos vies, on se prend souvent la tête pour des choses qui ne sont pas essentielles à notre survie. Et là encore, je suis obligée de le citer, je me sens spirituellement touchée par la nature où l'on est directement confronté à son insignifiance. Je me sens vraiment humiliée. Je comprends ce qu'il veut dire. Alors bien sûr, je n'ai jamais été en train de dériver sur un radeau en pleine mer, mais je comprends vraiment ce qu'il veut dire, tant pour le côté essentiel de la vie que pour la nature. Ça a vraiment une dimension très particulière et ça change complètement la vision qu'on peut avoir sur la vie quand on a accès à ce degré de conscience. C'est une expérience visuelle mais bouleversante intérieurement. Jour 66. Son distillateur solaire est trop usé maintenant, il ne fonctionne plus, mais par chance, le lendemain, il pleut. Steven récupère alors maintenant l'eau de pluie qui tombe dans sa couverture de survie. Il dit aussi qu'il a eu de la chance dans son malheur d'être seul, dans le sens qu'à deux, il n'aurait jamais eu assez de ressources pour survivre. Même si bien sûr la solitude est extrêmement pesante et parfois difficile à gérer, on pourrait devenir fou et c'est ce qui va lui arriver. Ça fait maintenant plus de 2 mois qu'il dérive dans des conditions plus qu'extrêmes. Il va avoir un gros passage à vide, on va dire ça comme ça.
ça, Steven ne va plus savoir s'il est réellement vivant ou mort, mais vraiment, il ne sait pas, il se pose la question, ou alors il va aussi croire à un moment que finalement, il est là parce qu'il est puni pour ses erreurs du passé, les erreurs qu'il a commises dans sa vie et qu'il est condamné à dériver comme ça toute sa vie sans fin. Steven aperçoit des déchets, un gros tas. Il comprend que ça veut dire qu'il n'est plus trop loin des côtes de la civilisation. Je me demande si ça s'était passé maintenant, est-ce qu'il serait tombé sur des déchets plus tôt, vu que l'humain est toujours aussi sale et qu'on est encore plus nombreux sur Terre et qu'on surconsomme de plus en plus. En tout cas, le lendemain aux aurores, il fait encore un peu nuit et Steven aperçoit au loin, enfin, de minuscules lumières. Il pense que c'est la côte, ça y est, mais en fait c'est un phare et ce qu'il voyait c'était la lumière qui tourne sur elle-même. Mais ça y est, le calvaire arrive à la fin puisque plusieurs heures après, il voit enfin la terre ferme. C'est une sorte d'île. Il n'est plus très loin, mais il ne va même pas avoir le temps de l'atteindre car il entend au loin le bruit d'un moteur qui s'approche. C'est un petit bateau avec 2 pêcheurs à bord. Alors il hurle, il crie, les pêcheurs le voient. Ça y est, enfin Steven Callan est sauvé. Il le monte à bord et il ramène le bateau également. Il pose la première fois depuis 67 jours son pied sur la terre ferme sur l'île Marie-Galante au sud de la Guadeloupe. Donc en fait, il a grave dérivé sur 2200 km. Voilà, c'était l'histoire de survie de Steven Callahan. J'arrête de répéter qu'il a eu un mental impressionnant, mais quelle claque encore à la découverte de cette histoire. Il dit que pour lui, cette expérience a aussi été un cadeau, car ça lui a permis de voir qu'il était plus fort que ce qu'il ne pensait, qu'il a appris aussi énormément sur lui, mais pas que, sur la vie, etc. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, après ça, il a très vite repris la navigation. J'ai adoré le découvrir et vous partager son histoire. Encore une perso qui me donne un boost de motivation. Si ça peut avoir le même effet sur vous, alors c'est génial. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi. Sûrement que j'ai été un peu speed en la racontant car tellement embarquée dans le truc, je verrai ça au montage. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, ceux qui me découvrent et qui apprécient ce que je fais. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner, à partager. Je sais qu'on le répète, mais sans vous, on n'est rien sur YouTube. Je vous laisse ici, mais on se retrouve bientôt, je l'espère. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!